Donc comme chaque semaine, nous allons aller à la rencontre d'une équipe de recherche ou d'une entreprise qui va être en relation directe avec notre thème. Alors cette semaine, on est très heureux d'accueillir Sébastien Guénaud, qui est directeur de recherche au CNRS à l'Institut Fresnel. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous venez ? Donc au départ, j'ai une formation de mathématiques appliquées et j'ai fait un doctorat à Marseille. Et suite à mon doctorat, il fallait que je me trouve un job. Donc je suis parti en Angleterre. Et en Angleterre, j'ai rencontré John Pendry, précurseur des métamatériaux et de la cape d'invisibilité. Très bien, alors venons-en à notre thème de cette semaine. Donc aujourd'hui, la recherche sur les capes d'invisibilité est devenue ce qu'on peut appeler en recherche un sujet chaud. Donc ça ne veut pas dire qu'on en parle tous les jours à la télé ou que le sujet est interdit aux moins de 16 ans, mais ça signifie que plusieurs équipes de chercheurs, indépendamment et un peu partout dans le monde, s'intéressent à ces sujets et travaillent sur ce thème de l'invisibilité. Alors ce que je voudrais savoir au départ, c'est comment on en est arrivé là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un événement ou une publication qui est à l'origine de cet engouement ? On a vu au début de ce MOOC que le thème de l'invisibilité est très présent dans tous les mythes populaires, depuis l'Antiquité jusqu'aux légendes nordiques, le Seigneur des Anneaux par exemple, et bien sûr jusqu'à la fameuse cape d'invisibilité de Harry Potter. Alors, est-ce que tous ces chercheurs qui travaillent sur ces domaines se sont passionnés pour Harry Potter et se sont dit un jour, tiens, est-ce que j'allais au labo et est-ce que j'essaierais de fabriquer cette cape d'invisibilité, ou bien est-ce que ça s'est passé autrement ? On imagine que oui. Alors donc en fait, en mai 2006, il y a la parution de cet article visionnaire dans le magazine Science de John Pendry qui propose de faire un changement de coordonnées dans les équations pour travailler sur le trajet des ondes. Et alors au départ, donc, les gens sont un peu bluffés par la simplicité du jeu d'écriture. C'est un article dans une revue prestigieuse où il y a 2 équations et puis un schéma de principe. Et les gens se disent, mais cette idée, elle est intéressante parce que nous, on fait naturellement des changements de coordonnées dans nos simulations numériques pour arriver à soustraire des réflexions sur les bords d'un domaine. Donc on rejette les bords du domaine à l'infini. Et donc les gens se disent, je vais pouvoir utiliser des techniques que j'ai déjà appliquées à d'autres problèmes pour faire de l'invisibilité. Et ils se disent, bon, ok, en plus, je vais pouvoir surfer sur la littérature anglo-saxonne. Donc il faut voir, 2006, c'est vraiment une percée de Harry Potter. On le voit sur tous les écrans, sur les DVD. C'est-à-dire que le terme qui est aujourd'hui utilisé dans le domaine de la recherche pour ce domaine, c'est invisibility cloaking. Donc en anglais, ça veut dire cape d'invisibilité. Donc vous nous dites que le terme cape d'invisibilité a été utilisé par les chercheurs en fait en référence à la littérature de J.K. Rowling et à Harry Potter. Alors ça a été introduit par John Pendry sciemment. C'est-à-dire que John Pendry voulait vendre un concept qui s'appelle l'optique transformationnelle, donc qui, comme son nom l'indique, consiste à faire des transformations dans les équations de l'optique. Il voulait un paradigme, il voulait frapper les esprits. Et donc il s'est dit, ok, qu'est-ce que j'ai sous la main ? Bon, il y a la cunée d'Hadès. La mythologie grecque, ça ne passionne pas les foules. Il y a Peter Pan, ça c'est déjà plus intéressant. Peter Pan, il y a déjà ce mythe de l'invisibilité. Mais bon, Peter Pan, c'est encore un peu vieux jeu. Et puis, alors là, il vient cette idée, mais oui, c'est bien sûr Harry Potter, c'est sur tous les écrans. Et dans Harry Potter, il y a la cloak, la cape. Et donc, je vais reprendre ce terme, donc cloaking, et ça va me permettre effectivement d'avoir de suite accès à un large public. Donc, de dépasser le cadre étroit de la communauté scientifique de l'optique électromagnétique et de m'adresser de suite au grand public et aux médias. Revenons maintenant sur l'idée très générale donc, du contournement de la lumière qu'on a expliqué dans le cadre de ce MOOC et qu'on a illustré avec les 4 miroirs notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce principe a pu être généralisé et amélioré pour concevoir des capes d'invisibilité ? Donc déjà, on va revenir à la source. Donc on est en 2004-2005.
John Pendry a un projet de recherche avec la DARPA, qui est la vitrine recherche du Pentagone. Et la DARPA lui demande, est-ce que vous pouvez aller plus loin dans le contrôle des ondes électromagnétiques? Donc à l'époque, John Pendry travaille sur sa lentille haute résolution. Et donc il réfléchit, il fait quelques schémas, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne surtout avec des schémas, pas beaucoup avec les équations. Et donc il lui vient cette idée un peu farfelue de prendre une région de l'espace et d'en faire un stretch, donc d'ouvrir cette région de l'espace, donc de faire un trou dans l'espace. Et donc il pourrait lover un objet dans ce trou pour le soustraire aux ondes électromagnétiques. Donc ça, c'est une vue d'esprit. Alors comment est-ce qu'on réussit à faire ce tour de passe-passe? Eh bien, c'est simplement, on imagine, on a un maillage carré, on a un quadrillage, hein, comme sur les cahiers des écoliers, et puis on étire ce quadrillage, hein, même comme des barreaux de prison, et les rayons lumineux suivent les lignes du quadrillage et donc vont contourner la zone au centre. Alors ce quadrillage qui est tout arabiscoté, c'est un métamatériau. C'est un matériau qui est anisotrope, hétérogène, qui a des propriétés extraordinaires. Donc ce que connaissent nos apprenants sur la propagation de la lumière, c'est la propagation rectiligne. C'est-à-dire qu'on sait que la lumière, dans un milieu homogène, se propage en ligne droite. Donc le tour de passe-passe, comme vous dites, qui est proposé par Pendry, c'est en réalité de transformer l'espace avec des matériaux qui vont être non homogènes pour que la lumière se propage plus en ligne droite. En quelque sorte, je pense que la bonne façon d'appréhender ce problème, c'est de se dire, donc on vit, nous, dans un espace plat. Voilà, donc on imagine une feuille de papier, et donc le plus court chemin entre un point A et un point B, c'est le segment, la ligne droite. Maintenant, si je prends cette feuille de papier et je l'enroule autour d'une sphère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le plus court chemin entre un point A et un point B sur la sphère, ce n'est pas la ligne droite, parce qu'on sort de la feuille de papier, c'est ce qu'on appelle un grand cercle, une géodésique. Ça, c'est le principe de Fermat, donc ça date quand même de 500 ans. Alors, Pendry se dit, eh bien, je vais faire la même chose avec les métamatériaux, je vais créer des espaces courbes. Et comment est-ce que je fais un espace courbe? En pratique, j'ai besoin d'un milieu anisotrope. Donc anisotrope, on rappelle, c'est un matériau dans lequel la direction de la lumière va être importante, c'est-à-dire que la lumière va se propager différemment en fonction de sa direction de propagation. Tout à fait, voilà. Donc les rayons vont suivre des trajectoires qui sont non naturelles. Donc en 2006, Pendry a proposé une solution pour réaliser une cape d'invisibilité qui fonctionnerait pour tous les angles. Tout à fait. Et peut-être pour toutes les fréquences, mais ça, on va y revenir. Et en se basant sur des matériaux spéciaux qui seraient à la fois anisotropes et hétérogènes, c'est-à-dire qui n'auraient pas les mêmes propriétés optiques partout dans l'espace. Et donc au début, quand il a proposé ça, c'était simplement une proposition théorique, en quelque sorte. Là, on est en mai 2006. Il a sa proposition théorique, il a 2 formules, il a un tracé de rayon. Publication à Science, les gens sont outrés. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce bazar? L'éditeur de Science a perdu la tête. Et pourquoi ils se disent pourquoi les gens sont outrés? Science, c'est une revue qui est prestigieuse, dans laquelle on imagine difficilement qu'on puisse publier des choses qui relèvent de l'optique géométrique. L'optique géométrique, ça paraît moyenâgeux. Les gens, depuis le début du XXe siècle, ils font de l'optique quantique, enfin, ils font des choses assez fabuleuses avec l'infiniment petit ou l'infiniment grand quand ils arrivent à courber la trajectoire de la lumière avec des objets massifs. Hein, il y a même les miroirs gravitationnels d'Einstein et autres. Et là, Pendry, il fait un petit tracé de rayon, il met 2 formules, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe là? On aurait pu le faire au XIXe siècle. Qu'est-ce que quelqu'un qui vient en 2006 va nous apprendre à faire des choses avec l'optique géométrique? Ils se disent, mais il a juste fait un changement de variable. Bon, c'est du niveau première terminale. Donc rien ne va plus. Il y a un emballement médiatique. L'article publié dans Science fait la une du New York Times. La une du New York Times, c'est pas rien. Donc on en parle partout, il y a un journal
pour ne pas le citer, Le Monde qui en fait aussi sa une. Bon, nous, dans la communauté des cristaux photoniques, des métamatériaux, on sait que Pindry, c'est un personnage subtil, on se dit, il a quelque chose dans sa poche. Et effectivement, 3-4 mois plus tard, un deuxième article, toujours dans la revue Science, paraît, et là, cette fois-ci, c'est l'objet, le prototype, avec la preuve expérimentale du contrôle extrême des ondes électromagnétiques, en l'occurrence des micro-ondes. Voilà. C'est-à-dire que Pendry n'a pas réalisé une cape d'invisibilité pour la lumière visible en 2006. En l'occurrence, comme c'est des micro-ondes, vous voyez la cape, vous continuez à voir l'objet qu'on est censé cacher. Par contre, les micro-ondes, elles, ne voient ni la cape, ni l'objet. Voilà. Mais nous, œil humain, qui ne sommes sensibles qu'aux longueurs d'onde du visible de 350 à 700 nanomètres, eh bien, on se dit, ouais, soit, bon, voilà. Mais alors, là il faut prendre 5 minutes, il faut se rendre compte qu'on est en septembre 2006. Les gens voient la photo de cette cape d'invisibilité, donc ils la regardent sous tous les angles, ils essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, ils voient qu'il y a 10 couches concentriques de réseaux de circuits imprimés qui sont des résonateurs en anneaux fendus qui permettent de faire du magnétisme artificiel. Alors, le magnétisme artificiel, déjà, c'est très fort. Hein, il y a un gars qui s'appelle Albert Fert qui a eu un prix Nobel pour le magnétisme artificiel géant. Bon, là, il n'y a pas de magnétisme artificiel géant, mais quand même, il y a une activité magnétique anormale. Et une activité magnétique anormale contrôlée, c'est-à-dire que Pendry arrive non seulement à donner une réponse magnétique, mais en plus une réponse magnétique anisotrope, c'est-à-dire que le champ magnétique qui se propage dans cette série de circuits imprimés, eh bien, se propage de manière anisotrope, non rectiligne. Et il réussit donc à faire son tour de passe-passe pour donc un champ magnétique, donc un champ polarisé, et des longueurs d'onde centimétriques. Donc de suite les militaires se disent banco, application de type furtivité radar et autres. Mais le commun des mortels qui cherche la cape d'Harry Potter, les longueurs d'onde du visible, se dit ouais ok, bof bof quoi. Donc là on est en 2006. Donc j'imagine que pas mal de chercheurs se sont dit si ça marche dans les micro-ondes c'est une onde électromagnétique qui est comme la lumière visible sauf que sa longueur d'onde est beaucoup plus grande. Donc on a besoin d'avoir des objets pour contrôler la lumière qui ont une taille de l'ordre de la longueur d'onde aussi, donc centimétrique. Alors évidemment on peut se dire mais peut-être que si j'arrive à faire des objets qui sont beaucoup plus petits, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une taille typique de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière visible, c'est-à-dire de l'ordre du micron ou en dessous, je vais peut-être réussir à faire des capes d'invisibilité dans le domaine visible. Alors est-ce que ça fonctionne? Est-ce que des gens ont essayé de faire ça? Donc là, on a une limite quasi infranchissable qui est celle de la miniaturisation. Donc effectivement, pour pouvoir travailler sur les longueurs d'onde du visible de 350 à 700 nanomètres, il faut typiquement des circuits imprimés qui sont de 50 à 70 nanomètres de maille élémentaire. Et donc, ce sont déjà des toutes petites structures. Hein. Donc, ça fait des structures qui font entre 500 et 700 atomes de maille. Et à ces longueurs d'onde du visible, ces toutes petites structures deviennent fortement absorbantes. Alors qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir contrôler la phase de la lumière, donc le front d'onde. Par contre, il va y avoir de l'amortissement de l'amplitude de l'onde. C'est-à-dire que vous arriverez à conformer l'onde, donc à contrôler la forme de l'onde, mais pas son amplitude. Donc en sortie de système, donc si on avait une cape d'invisibilité entre vous et moi avec ces circuits imprimés qui font 500 à 700 atomes de maille élémentaire, eh bien, on verrait une zone d'ombre, en fait. Voilà, il y aurait... On verrait le fond derrière, c'est-à-dire qu'on serait invisible, mais le fond serait très atténué. Voilà, très atténué. Donc voilà. On verrait la cape, encore une fois, et ça ne marcherait pas. Il y aurait un défaut dans le paysage. Il y aurait un gros défaut dans le paysage. Alors ça, c'est une limitation. L'autre limitation, c'est
Donc le résultat le plus récent, qui est celui de l'équipe de Zhang à Berkeley, qui est une toison d'or, donc qui permet là d'avoir à la fois un contrôle de la phase et de l'amplitude, malheureusement fonctionne sur des milieux qui ne sont pas très étendus. Ils font quelques micromètres de côté. Donc on a deux problèmes. On a le problème de la miniaturisation et puis après de la réplication en série des petits éléments. C'est-à-dire que si vous voulez faire la cape d'invisibilité d'Harry Potter, il va falloir être capable d'avoir des millions d'éléments très petits, chacun de ces éléments pouvant dissiper, absorber la lumière, et on n'en est vraiment pas là aujourd'hui. Donc le principe, il est bien appréhendé, mais la mise en pratique, on en est encore assez loin. Alors parlons de mise en pratique, justement, vous nous avez parlé à l'instant d'applications dans le domaine militaire, évidemment, on pense invisibilité, ça va intéresser des militaires, même pas forcément dans le domaine visible, rendre invisible un avion aux ondes radar, c'est la furtivité radar, donc ça peut être intéressant d'entourer un objet d'une cape d'invisibilité pour les ondes radar ou micro-ondes. Est-ce qu'on a imaginé d'autres applications qui seraient plus pacifiques que des applications donc de nature militaire ? Donc là, on va à nouveau retourner à Harry Potter. On va utiliser le principe de réciprocité. Donc si vous avez une onde qui ne peut pas atteindre la zone d'invisibilité où se trouve Harry Potter, donc admettons que je sois Harry Potter, je suis dans ma bulle. Je suis protégé par la cape, je suis sous cape. Et donc l'onde extérieure ne peut pas m'atteindre, mais en retour, les ondes que j'émets ne peuvent pas vous atteindre. C'est-à-dire que je suis dans ma bulle, c'est une cavité parfaite. Si je suis Harry Potter, je suis soit dans une obscurité totale, soit si j'allume une torche, je suis ébloui par une lumière incandescente. C'est-à-dire que Harry Potter, vous nous dites que Harry Potter, dans sa cape, en fait, ne voit rien. Il ne voit pas Lord Voldemort. Lord Voldemort ne voit pas Harry Potter, mais en retour, Harry Potter ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. À part si vous croyez au mythe de la caverne de Platon et vous vous dites il verrait de manière très ténue ce qui se passe à l'extérieur parce que la cape est quasi parfaite. D'accord, donc si finalement la cape servirait à quelque chose à condition qu'elle ne soit pas parfaite. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire une cape quasi parfaite ? 2 trous pour les yeux d'Harry Potter, et de suite Lord Voldemort se dit tiens, il y a 2 points noirs dans le paysage. Il est capable de détecter les 2 yeux, c'est fini. C'est fini. Donc en fait, soit on a Harry qui est protégé du monde extérieur et auquel cas il vit dans son monde parallèle et il n'a aucune connaissance de ce qui se passe autour de lui, soit on est obligé d'avoir une cape quasi parfaite, quoi. Briser l'invisibilité. Donc ce que vous nous dites, c'est intéressant, c'est que quand on est à l'intérieur d'une cape qu'on peut supposer parfaite, même si ça n'a pas l'utilité qu'on avait imaginée au départ, c'est-à-dire de se rendre invisible, par contre ça a une autre utilité, c'est de se protéger de l'environnement extérieur. Si je suis dans une cape d'invisibilité pour le domaine visible, je vais être protégé des ondes électromagnétiques de la lumière visible. Voilà, et c'est une nouvelle forme de protection qui est un corollaire immédiat de l'invisibilité. Une autre façon de se protéger d'une onde, c'est de faire un mur. On met un miroir devant soi et le miroir renvoie à l'observateur sa propre image. Et moi qui suis derrière le miroir, je suis invisible. Mais là, c'est différent, hein. Donc là, on parle bien de contournement de zone. Et effectivement, on peut de suite penser à des applications civiles telles que, on a des passagers dans la carlingue d'un avion. Si on rend la carlingue de l'avion invisible aux ondes électromagnétiques émises par les appareils des passagers, smartphones ou autres, eh bien, on évitera toute interaction néfaste avec les appareils qu'utilise le pilote. Okay ? Et alors là, c'est là qu'on voit le potentiel. Donc, invisibilité, protection aux ondes électromagnétiques, mais qu'en est-il des autres types d'ondes ? Voilà, et là, on va en venir directement à vos activités de recherche plus directement, puisque vous êtes mis à travailler sur ce sujet, alors je ne sais pas exactement quand, d'ailleurs. Alors en fait, en 2004. En 2004 à l'époque, j'étais postdoc chez Pindry, J'ai travaillé 1 an et demi pour la DARPA, à dire vrai, donc tous les 3 mois, je devais envoyer un rapport circonstancié, tout ça. Tout ce que j'ai fait avec Pindry, en fait,
pendant 18 mois, ça n'a donné lieu qu'à un article, tout le reste est confidentiel, perdu. Pchit. Et c'était intéressant à l'époque, on prenait une lentille parfaite et on faisait des changements de coordonnées sur une lentille parfaite pour en faire ce qu'on appelle une cavité ouverte. C'est un truc bizarroïde dans lequel vous avez la lumière qui est piégée en boucle, bien que vous n'ayez pas de mur, de bord. C'est une cavité sans bord, mais qui permet de piéger la lumière. Pour arriver à créer cette cavité, on faisait des changements de coordonnées, mais pas du tout appliqués à l'invisibilité. Donc quand je vois l'article en 2006 de John Pendry, je reprends contact avec lui, et je publie d'ailleurs un article avec lui sur l'invisibilité. Et puis il me dit, mais Sébastien, je vois qu'en ce moment tu fais de l'acoustique, de la mécanique comme ça, et tu devrais peut-être essayer de voir un peu ce qui se passe pour les autres équations. Et donc là, je m'intéresse à l'équation de la mécanique des fluides, l'équation... C'est-à-dire que, si je comprends bien, vous vous êtes intéressé à ce que pouvaient donner ces concepts d'invisibilité dès 2006. Appliqués dès 2006, voilà. Appliqués à d'autres types d'ondes que les ondes électromagnétiques, comme la lumière visible ou les micro-ondes ou les ondes radar. Donc, par exemple, les ondes, vous êtes intéressé aux ondes hydrodynamiques. Hydrodynamiques, okay. C'est-à-dire des vagues. Des vagues. Donc, en 2008, donc 2 ans plus tard, le temps de réaliser le prototype, on publie un premier article où on a une preuve expérimentale de l'invisibilité pour les vagues. Donc, on a à la fois l'invisibilité et la protection. C'est-à-dire qu'on réalise dans cet article que la zone au centre de la structure est une zone d'eau étale. Il n'y a pas de perturbation. On peut imaginer protéger un port, une île contre des tsunamis, par exemple. Tout à fait, juste par changement d'échelle. À ceci près que nous, on travaillait sur des vaguelettes dans une cuve à ondes, et quand on passe à grande échelle, il y a des phénomènes de turbulence, de non-linéarité. Donc le concept peut être transposé jusqu'à un certain point. Il y aura d'autres phénomènes qui vont être mis en jeu et donc ça demande des études un peu plus poussées. C'est-à-dire, ce qui justifie d'ailleurs le fait qu'aujourd'hui, en 2016, je continue à travailler sur le sujet. Donc ça, c'est un premier pan applicatif, protection contre les vagues. Le deuxième pan applicatif, c'est protection contre les séismes. Donc là, les séismes, ce sont des phénomènes assez compliqués. Donc les séismes, il faut rappeler, ce sont des ondes de compression ou de cisaillement qui sont des ondes de nature acoustique en réalité. C'est ça, donc nous quand on discute ensemble, si on arrive à interagir, c'est grâce aux ondes de compression. Vous n'avez pas d'ondes de cisaillement dans l'air. Les ondes de cisaillement ne sont supportées que par des milieux solides. Si maintenant, donc, entre nous, il y a un milieu solide, donc le son, l'onde de compression dans l'air va se convertir en onde de compression et de cisaillement couplées dans le solide. Et c'est ce qui se passe en fait donc dans le sol. Vous avez une onde de compression qui est générée à la source, à l'hypocentre du séisme, et cette onde de compression vient se coupler aux ondes de cisaillement. Et alors c'est très compliqué en fait, parce que vous avez donc plusieurs types d'ondes qui se propagent vers la surface, et quand ces ondes arrivent en surface, donc à l'interface entre le sol et l'air, eh bien elles sont converties en ondes de Rayleigh. Et alors l'avantage des ondes de Rayleigh, c'est qu'elles sont en tout point similaires aux ondes océaniques. Elles sont régies par des équations qui sont très proches des équations de l'hydrodynamique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis attaché à traduire ce que j'avais fait pour les vaguelettes pour les ondes de Rayleigh. Et donc ces ondes de Rayleigh, qui sont générées par des ondes de compression et de cisaillement qui viennent des profondeurs, eh bien elles ont une polarisation elliptique. Elles ont une polarisation elliptique avec une composante compression horizontale et une composante cisaillement verticale. Et ces ondes, elles sont très délétères. Elles sont responsables de 60% de l'énergie sismique qui est transmise au bâtiment. Donc 20% restants étant des ondes de cisaillement de surface de type LOVE, et elles ne m'intéressent pas, et puis le reste, bon, des ondes de volume. Donc si on peut agir déjà sur 60% de l'énergie du séisme, c'est pas mal. Et par un jeu d'analogie, donc entre l'optique, la mécanique des fluides et la sismique, j'ai réussi à faire ça simplement par le truchement de colonnes de béton ou de trous
dans le sol, en surface. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est en fait de réaliser une cape d'invisibilité pour les ondes sismiques, où l'objectif, c'est d'avoir une ville entière, par exemple, ou peut-être des structures plus petites, je ne sais pas, qui seraient dans la zone d'invisibilité d'une cape d'invisibilité construite pour les ondes sismiques. Alors voilà, il y a quand même un bémol, hein. Encore une fois. Si la ville se trouve au zénith de l'hypocentre, on ne va pas pouvoir agir, parce que ce qui arrive du sous-sol, c'est les ondes de cisaillement et de pression couplée, des ondes de volume, je ne sais pas les traiter. Par contre, si la ville se trouve loin de l'hypocentre, donc vous avez ces ondes telluriques qui arrivent en surface, qui sont converties en ondes de Rayleigh, et là, ces ondes de Rayleigh qui sont en tout point similaires aux ondes océaniques, on va les appeler des vagues de terre, eh bien effectivement, j'arrive à leur faire suivre des trajectoires courbes en surface et elles peuvent contourner une ville, une centrale nucléaire ou tout autre bâtiment ou zone habitée qu'on cherche à protéger. Donc pour faire cette cape d'invisibilité, il faut que les ondes sismiques suivent des rayonnements, suivent des trajectoires courbes, puissent contourner. Donc pour ça, vous venez nous expliquer qu'il fallait avoir un milieu qui soit hétérogène et anisotrope. Tout à fait. Alors comment on peut faire pour faire en sorte que l'onde sismique n'aille plus tout droit, mais suive un trajet qu'on a déterminé à l'avance? Eh bien, on prend vraiment très précisément la cape de John Pendry de septembre 2006, qui faisait 10 cm. On lui fait un facteur d'échelle, donc elle fait plus de 10 cm, mais elle va faire 100 mètres, 1 km. Et on remplace les résonateurs fendus, donc les couches concentriques de résonateurs fendus, par des couches concentriques de colonnes de béton, qui sont soit en sous-sol, soit hors sol. Hors sol, ça peut être des forêts d'arbres, mais qui sont disposées de manière concentrique autour de la zone à protéger. Après, il y a des petites astuces supplémentaires, telles que par exemple, si je travaille avec des forêts d'arbres, il faut qu'en périphérie, j'ai des arbres plus petits, et vers le centre de la structure des arbres plus hauts. Donc, on est obligé de faire à la fois de la structuration sur un plan, l'interface air-sol, mais aussi en profondeur. Il y a un effet de bathymétrie qui rentre en jeu. Et ça, c'est ce qui remplace les réseaux de résonateurs en un fendu de John Pendry. Donc 10 ans plus tard, on a réussi quand même à traduire l'optique transformationnelle en sismologie transformationnelle. Juste pour revenir donc, aux protections contre les vagues, il y a un concept qui me tient à cœur, c'est celui de cathédrale des mers. Donc, pourquoi cathédrale des mers? Parce que donc, pour réaliser le contournement des vagues, il faut imaginer des pieux qui plongent dans la mer. Mais là aussi, il y a des problèmes de bathymétrie variable. Donc on se retrouve... C'est-à-dire de profondeur d'eau qui va être différente. Voilà, de profondeur d'eau qui va être différente. Et on voit très bien que la vitesse des vagues ne va pas être la même quand on a des profondeurs d'eau très grandes et quand on a des profondeurs d'eau beaucoup plus faibles. Et donc le principe en fait de l'invisibilité aussi, c'est d'accélérer les ondes. Et c'est bien pour ça que quand on traduit l'optique transformationnelle en hydrodynamique ou en sismique transformationnelle, on gagne parce qu'en optique, notre limite à ne pas dépasser, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Et oui, on ne peut jamais aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. 300 000 km par seconde, on ne peut pas aller plus vite. Donc Pendry, il aura toujours cette limite supérieure qui fait que, en pratique, sa cape d'invisibilité ne pourra fonctionner que sur certaines fréquences, pour certaines longueurs d'onde, pour certaines couleurs. Donc au bout du compte, on peut tout à fait imaginer que dans un futur plus ou moins lointain, on pourrait soustraire à certaines couleurs un objet. On pourrait faire une cape d'invisibilité dans le rouge, par exemple, mais dans le vert, elle ne marcherait pas. Voilà, certainement, elle sera monochromatique, en fait, ou peut-être dichromatique si on est très fort. Mais on n'a pas cette limitation pour les autres types d'ondes, et notamment les ondes mécaniques, vous pouvez les accélérer autant que bon vous semble. Et donc, le principe, effectivement, de l'invisibilité qui revient à accélérer les ondes suivant certaines directions d'espace, non seulement se traduit
bien dans d'autres champs de la physique, mais ça se passe mieux. Voilà. Et c'est peut-être moins un paradigme parce qu'on a du mal à imaginer Harry Potter qui joue le rôle du séisme, mais en termes applicatifs, je pense que c'est dans ces domaines du génie maritime et du génie civil qu'on verra les premières réalisations en série. Bien, il me reste à vous remercier infiniment d'être venu répondre à nos questions. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.